séance est ouverte. Mesdames et messieurs les patrons de presse, mesdames et messieurs les journalistes, chers partenaires, chers collaborateurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans les locaux du ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Et vous me permettrez, à l'entame de mon propos, de vous souhaiter la bienvenue et de vous adresser mes vifs remerciements pour votre présence à cette première édition du Pencum numérique avec la presse. Je dis bien Pencum numérique. Ce nouveau cadre qui se veut participatif et inclusif nous permet d'échanger avec vous et les autres acteurs ici présents sur la politique globale du gouvernement dans le domaine, mais également sur les projets et réformes prioritaires ainsi que les perspectives du secteur du numérique en particulier. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'accompagnement pour la presse est essentiel, voire déterminant pour la réussite de notre projet, notre société et notre famille. En effet, il s'inscrit dans la trajectoire de l'émergence. Notre pays a pris l'option d'adopter depuis 2014 le plan Sénégal émergent comme modèle de pilotage de sa politique économique et sociale. Cette vision politique de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a permis d'enclencher une dynamique d'expansion économique propre à assurer l'amélioration du bien-être des populations, finalité de toute action de développement. Dans ce contexte, le Sénégal mise sur la transformation structurelle de son économie et sur les autres axes stratégiques que sont le capital humain, bien entendu, et la bonne gouvernance. C'est dans ce cadre que mon département a élaboré la stratégie nationale numérique 2025 qui a pour vision, en 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Cette stratégie s'articule autour de 3 prérequis, à savoir le cadre juridique et institutionnel, le renforcement du capital humain et la confiance numérique. Nous avons aussi 4 axes stratégiques et prioritaires, un plan d'action constitué de 69 projets et de 28 réformes. Le coût global de cette stratégie est évalué à 1 361 milliards de francs CFA, 3 d'ailleurs, et sera mis en œuvre à l'horizon 2025. Ce coût global est réparti entre le secteur privé à hauteur de 73%, le public, l'État, à hauteur de 17%, et le partenariat privé et qu'on appelle PPP à hauteur de 10%. C'est dans cette optique que les axes stratégiques de la stratégie SN 2025 se focalisent sur les questions liées à l'accès aux réseaux et aux services numériques, à la connexion de l'administration. Parce qu'à ce niveau, il est prévu d'avoir une administration bien connectée au service du public, mais aussi au service de l'entreprise. Il s'agit aussi de promouvoir une industrie numérique innovante et créatrice de valeur, ainsi que la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires. Je vais en revenir. Aussi, la 3e initiative présidentielle relative à son programme quinquennal, je peux parler du programme de son Excellence, M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal,
le programme Liggéeyal Ëllëg, qu'on appelle communément 535, 535, à savoir une société numérique inclusive est en train aussi d'être mise en œuvre et prend en considération plusieurs aspects. Je pense que l'un des aspects a été, et c'est le premier, a été pris en considération tout à l'heure par le MC. Mesdames et messieurs, les missions de mon département s'articulent autour de 3 sous-secteurs: économie numérique, télécommunications et secteur postal. Ces 3 domaines ont connu quand même, il faut le reconnaître, des avancées significatives dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie que je viens de citer plus haut. Il s'agit principalement de l'adoption du Code des communications électroniques, de l'élaboration du plan national haut débit et très haut débit, de l'actualisation de la stratégie accès services universels des télécommunications et des TIC, de la mise en place du Conseil national du numérique, communément appelé IT Board, le projet de parc de technologie numérique, le lancement des services 4G, l'arrivée de nouveaux opérateurs tels que les fournisseurs d'accès Internet qu'on appelle communément FAI et les opérateurs mobiles virtuels MVNO. Il s'agit de GFM, Sirius, Origine, SA, et de 3 fournisseurs d'accès Internet FAI qu'on appelle Arc Telecom, Wow et Africa Access. En effet, notre pays bénéficie de plus de 11 000 km de fibres optiques sur l'ensemble du territoire national, répartis entre les opérateurs de télécommunications et l'État. L'État à travers l'ADIE, avec 4 500 km, juste avec l'ADIE, et la police et la Sénélec. Il est desservi par 3 câbles sous-marins et permet d'avoir une bande passante internationale de plus de 170 gigabits par seconde en 2019. S'agissant de la modernisation de l'administration sénégalaise, le président de la République a bien voulu, à travers le ministère de la fonction publique, mettre en place un programme qu'on appelle le PAMA, programme d'appui à la modernisation de l'administration. Ce programme permet à notre système administratif de mieux répondre à ses missions de service public et de développement, le but étant simplement de donner à l'administration un rôle moteur dans le processus de l'émergence. À ce titre, ce processus sera complété par la dématérialisation des démarches administratives en cours de mise en œuvre et permettra d'améliorer l'efficacité et la synergie au niveau de l'administration publique et surtout, je dirais, de réduire de 50% la facture de l'État, c'est-à-dire les charges associées aux services administratifs du Sénégal. Il s'agit aussi, d'ici 2025, de faire en sorte que 40% des services administratifs soient mis en ligne à moyen terme et nous passerons à une économie de cashless à travers le basculement de 50% des paiements de redevances dus à l'État par voie numérique. En définitive, la mise en œuvre de ces mesures aura comme principal ou pour principal effet une augmentation des recettes de l'État du fait de la facilitation apportée aux contribuables, une réduction de la facture de l'État, l'efficacité des services administratifs et le renforcement de la bonne gouvernance. S'agissant de la promotion d'une industrie numérique innovante et créatrice de valeur, il s'agit de l'un de nos principaux défis. Dans la perspective de l'émergence souhaitée à l'horizon 2035,
À travers le PSE, le chef de l'État a fait inscrire au titre des 27 projets phares du plan la création de pôles spécialisés ou spéciales dédiés à l'économie numérique et aux services export. Un des catalyseurs de cette vision est le projet de parc de technologie numérique, communément appelé PTN, financé par la Banque mondiale, la Banque africaine, autant pour moi, de développement et l'État du Sénégal, et à hauteur de plus de 40 milliards de francs CFA. Ce projet se situe à Diamniadio sur un espace de 24 hectares. Le fonctionnement est prévu en 2021, le début. Il comprend la construction et l'équipement de 3 tours pour les entreprises TIC, la construction et l'équipement des bâtiments annexes, à savoir des centres BPO, un centre BPO, un centre de recherche, un centre d'incubation, un centre de production audiovisuelle, des bâtiments administratifs, ainsi qu'un centre de formation. Ce parc permettra d'améliorer la contribution du secteur des TIC à l'activité économique tout en favorisant l'emploi des jeunes. Et ce parc nous permettra aussi de réaliser un des vœux les plus chers au chef de l'État, c'est-à-dire de rapatrier, je dirais le know-how, mais c'est le brain, c'est-à-dire toutes les compétences que nous avons dans le domaine au niveau de la diaspora. Et ça permettra aussi de créer plusieurs emplois. N'oubliez pas que l'un des objectifs, ou les 2 objectifs qui sont assignés à la stratégie, ou dans le cadre de la stratégie, c'est de créer au moins 35 000 emplois dans le cadre du numérique, mais aussi de faire en sorte que la contribution au PIB par le numérique soit portée à 10%. Vous voyez que c'est des objectifs qui sont très clairs, très ambitieux, mais que le numérique peut dépasser. À ce propos, le Sénégal s'est engagé dans une politique de promotion de ce qu'on appelle le start-up du secteur de l'économie numérique. Je vous avais dit qu'il y avait un accompagnement qui était prévu par le chef de l'État, et je vais en revenir. Donc, il y a un projet de loi portant création et promotion de la start-up au Sénégal qui a été initié et adopté en Conseil des ministres. Ce projet de loi doit être défendu aujourd'hui par le ministre de l'économie numérique au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est quoi ce projet de loi? Ce projet-là permet de reconnaître d'abord, je pense, la créativité, l'innovation, l'utilisation de nouvelles technologies, et permet aussi d'encadrer l'enregistrement des startups, mais aussi de s'ouvrir pour encadrer et permettre aux startups d'avoir un environnement dans lequel des mesures incitatives seront prises pour assurer leur développement. Et à ce titre, mon département a initié déjà d'ailleurs un processus d'identification et de cartographie de l'ensemble des startups du numérique. Ce travail permettra de réorienter et de renforcer notre politique d'accompagnement, de soutien, de l'éclosion et de renforcement de ces startups. L'accompagnement financier dont j'avais parlé tout à l'heure est domicilié au niveau de la DER. Comme vous le savez déjà, le président de la République avait bien voulu mettre à la disposition de ces startups au niveau de la DER pour encourager l'initiative, mais encourager aussi l'innovation. L'année dernière, une enveloppe de 1 milliard de francs CFA avait été mise à la disposition de ces startups. Cette année, 3 milliards
ont été mis à la disposition et jusqu'en 2025, il est prévu de mettre chaque année une enveloppe de 3 milliards. À l'horizon 2025, le président aura mis à la disposition des startups pour leur accompagnement financier et une enveloppe de 16 milliards de francs CFA. Il s'agira aussi d'adopter, je pense, des services émergents comme l'Internet des objets, les big data, l'intelligence artificielle, les services financiers numériques, FinTech. Vous savez que le FinTech est assez développé maintenant au niveau du Sénégal, mais aussi le commerce électronique, en levant les éventuelles barrières. S'agissant du commerce électronique, vous savez que le 19 passé, mon collègue chargé du commerce a lancé ou a validé déjà la stratégie e-commerce et je la félicite pour cela. Il y a aussi les réformes qui sont en train d'être poursuivies et mises en œuvre. Donc pour la démocratisation de l'accès à l'Internet, vous savez que le président de la République a bien insisté sur la réduction de la facture, mais aussi sur l'accès et sur la réduction de la fracture numérique. En 2025, d'ici 2025 du moins, mon département, à travers l'ADE, envisage de construire et de mettre les équipements nécessaires de rendre fonctionnelles les maisons numériques du citoyen. Il s'agira de 45 maisons. Je pense que 5 devront être prêtes en début d'année et le reste sera poursuivi durant l'année 2020. Dans ce programme aussi, il faut dire le programme Smart Sénégal, dans son volet ou sa composante Smart Territoire ou Safe City, vous avez des caméras de surveillance qui sont en train d'être mises en place. Et à l'heure où je vous parle, nous avons 213 caméras de surveillance qui sont déjà réparties au niveau de Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Touba. Et le reste suivra parce qu'il y a 500 qui sont prévus d'ici fin 2020. S'agissant du taux de pénétration, nous pouvons dire qu'au 30 juin 2019, le taux de pénétration du mobile a atteint 109,38%. Pour l'Internet, le taux de pénétration est estimé à 70,46%. Et nous saluons, je pense, l'entrée de nouveaux opérateurs qui vont permettre aujourd'hui d'accélérer le processus. S'agissant du développement optimal de l'économie numérique, il est nécessaire également d'avoir un cyberespace sûr et sécurisé. Et cet aspect du problème est pris en charge au niveau des prérequis ACSTV et dans le cadre d'ailleurs du respect de ces prérequis au niveau institutionnel, il me plaît de vous dire que la stratégie nationale de cybersécurité a été élaborée et validée. Et elle est en cours de mise en œuvre. C'est quoi la vision au niveau de cette stratégie ou dans le cadre de cette stratégie? En 2020-2022, au Sénégal, un cyberespace de confiance, sécurisé et résilient pour tous. Et dans ce cadre, toujours, une école à vocation régionale a été créée au Sénégal pour renforcer les compétences et la collaboration dans ce domaine. En outre, pour une meilleure prise en charge des attaques et incidents informatiques, un CERT, c'est-à-dire un Computer Emergency Response Team gouvernemental, a été mis en place au niveau de l'Agence de l'informatique de l'État.
La commission aussi de protection des données œuvre également dans la sensibilisation sur la confiance numérique. Nos équipes travaillent sur la mise en place d'un CERT national et d'une structure nationale de cybersécurité. Parce que dans le cadre de cette CERT, il faut prendre en considération les besoins du secteur privé. Si au niveau national, au niveau gouvernemental, nous avons un CERT, au niveau du secteur privé, certes, il y a des initiatives, mais il faudrait avoir quelque chose pour l'ensemble du secteur privé de manière à mieux renforcer cette sécurité dans notre espace, c'est-à-dire cette cybersécurité. Il faut aussi noter que le plan national sur la protection des enfants en ligne, appelé PIL, a été déroulé et bien apprécié. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers de sensibilisation des élèves pour un usage sûr et responsable et des parents et des outils du numérique de formation des acteurs sur la chaîne pénale sur ce programme de protection des enfants en ligne. Je pense que c'est un programme qu'il faut continuer et aller jusqu'à proposer peut-être des heures pour que les enfants puissent avoir des plages et être surveillés par les parents. S'agissant de l'atteinte des objectifs de développement durable que nous appelons ODD, la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires permettra de fournir de nouvelles sources de croissance et d'améliorer la productivité et la compétitivité de l'économie dans un contexte de globalisation. À cet effet, mon département a signé une convention avec le ministère de la Santé sur la santé digitale et des ateliers ont été organisés sur le dossier santé de l'usager, l'audit sur les dossiers médicaux et la pratique de la télémédecine. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a dans le domaine de la santé des importations. Nous avons beaucoup de malades qui vont se soigner à l'étranger ou dans la région, dans le Maghreb, dans les pays que je nommerai. Mais nous recevons aussi, nous aussi, de la sous-région, des malades et c'est à travers, je pense, le numérique que nous pouvons travailler de façon efficace. Donc la collaboration avec le ministère de la Santé est une bonne collaboration. Il y a aussi, avec le ministère de la Pêche, un projet que nous allons bientôt lancer sur la traçabilité et sur la surveillance, mais aussi sur les prix, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de très important. Nous avons le e-agriculture. Et en un mot, je crois que l'approche qu'il faut, et en utilisant la digitalisation, doit être une approche de chaîne de valeur. Donc plusieurs chaînes de valeur aujourd'hui doivent être maîtrisées et les nouvelles technologies de l'information et de la communication utilisées de manière à ce que la compétitivité soit de mise. Il y a la poste. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Nous sommes au niveau de la restructuration. La poste joue un rôle important, historique, je dirais, et actuel dans le domaine de la distribution. Son cœur de métier, c'était le courrier. Et aujourd'hui, nous assistons, je pense, avec l'évolution de l'environnement, à une mutation qui fait l'objet d'un processus, mais qui est en cours. Alors, c'est quoi la restructuration? Je pense que toutes les parties prenantes aujourd'hui qui sont dans la gestion à des échelles différentes constituent une commission chargée de réfléchir. Et ce que la réflexion a donné dans un premier temps, une réflexion qui continue,
c'est d'avoir une convention de règlement de dette croisée entre l'État et la Poste. L'État doit à la Poste et la Poste doit à l'État. Donc, le système de dette croisée et un projet de recapitalisation de la Poste, nous pensons qu'une santé nouvelle pourrait être donnée à la Poste. Il y a aussi la compensation financière qui a changé, c'est-à-dire la formule a changé. Aujourd'hui, ce n'est plus le Trésor public qui fait la compensation, mais c'est plutôt Poste Finance, à travers un compte ouvert à la BCEAO et qui verse les dossiers. Aujourd'hui, nous pouvons dire ce jour qu'il n'y a plus d'arriéré quand même en matière de compensation. La compensation s'effectue par la grâce de Dieu tous les 10 jours. C'est quand même un pas. Je vois ici que le montant des compensations pour cette année est évalué à 35, pour le moment, à 35 milliards 152 millions 296 millions de francs CFA, ce qui est quand même pas négligeable. Et la Poste a eu à rembourser intégralement. Il n'y a aucun arriéré de compense noté. Il me plaît aussi de parler de l'extension du réseau postal. Je disais tout le temps que la Poste bénéficie de l'histoire, mais il faut y ajouter le réseau dense qui est à l'actif de la Poste. Chaque année, nous assistons à une extension de son réseau. Et aujourd'hui, le nombre de points et de bureaux est estimé à 300. Vous voyez, donc la Poste est largement représentée au niveau du territoire national. Mais la Poste fait face aussi à une concurrence. C'est normal. Je le dis, il y a 15 concurrents au niveau du territoire. Alors j'ai l'habitude de dire qu'il faut de la compétition, il faut qu'il y ait de la compétition pour faire une meilleure qualité. Et c'est à ça que la Poste est en train de s'atteler, en diversifiant ses produits, en étant plus rapide, et d'où l'utilisation des nouvelles technologies qui lui permettra aussi de faire une meilleure qualité. Il y a 2 départs de marché. Je pense aussi que la Poste essaie de capter à travers les transferts d'argent. Je veux dire qu'il a signé beaucoup de conventions, ou en tout cas plusieurs conventions avec les grandes sociétés internationales pour s'activer dans cela. De plus, la Poste a amélioré considérablement son produit ou son offre de produits monétiques dans le développement de la carte Poste Cash, qui est l'un des meilleurs produits sur le marché des monnaies, des porte-monnaies électroniques et qui permet de faire beaucoup de transactions. Dans le cadre de l'inclusion financière et la lutte contre la pauvreté, la Poste, à travers sa filiale Poste Finance, constitue une infrastructure importante pour les paiements de masse, notamment les 7 milliards 500 millions par trimestre, les pensions de retraite de l'IPRES, les allocations familiales, ainsi que la prise en charge des inscriptions des étudiants et d'autres services assimilés. Toujours dans les perspectives du développement du e-commerce, la SN La Poste a initié de nombreux projets de diversification des offres de services logistiques avec le lancement du produit Jotnasi. Et ça, pour se positionner dans la chaîne de valeur de distribution des marchandises. Dans le cadre de l'aménagement numérique des zones frontalières, la Poste entend mettre à profit la surcapacité dont elle dispose, la surcapacité de son infrastructure Very Small Aperture Terminal WhatsApp, c'est VSAT du moins, pour se positionner comme opérateur mobile virtuel, MVNO, ou un fournisseur d'accès à Internet à travers son projet Poste Mobile. Par ailleurs,
Les textes juridiques de ce sous-secteur sont en cours de révision au fin d'une adaptation avec les besoins nouveaux des consommateurs. Il s'agit du projet de loi portant code des postes, du décret de mise en place du Fonds de développement du service postal universel. Les sources de croissance, j'en ai parlé tantôt, mais pour la Poste, il s'agira d'améliorer la productivité et la compétitivité de l'économie dans un contexte de globalisation. En définitive, notre ambition est de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2020-2025 et de nous projeter, tel que le veut le président de la République, à l'horizon 2035, celui de positionner le Sénégal parmi les 7 pays leaders africains de l'innovation et de l'économie du futur. Et ce, grâce à son capital humain et à ses infrastructures. Mesdames et messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier tous ceux qui ont répondu présents à mon invitation, saluer la presse et le travail qui est là-bas, vous encourager à contribuer davantage au traitement et à la diffusion d'informations et de contenus de qualité pour le développement économique et social de notre pays. Enfin, je présente à tous et à chacun de joyeuses fêtes de Noël et une bonne fin d'année 2019, une heureuse année 2020. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur Mbengue, vous avez parlé de déconcentration, décentralisation en rapport avec la création des maisons numériques. Je vous rassure, parce qu'au lieu de parler de région, les maisons du citoyen, basées sur le numérique, c'est les maisons numériques du citoyen, sont prévues dans les 45 départements que compte le Sénégal. Alors je pense qu'à ce niveau, votre préoccupation est réglée. Maintenant, il s'agit d'un processus dans la mise en place même de la maison, processus aussi dans la mise en place des services. Et je crois que la contribution de la presse serait de taille, dans la mesure où aujourd'hui il y a des services qui sont prévus, qui à mon sens pourraient être augmentés, parce que parmi les services qui sont prévus, il y a les impôts, je crois, vous avez parlé de l'urbanisme, c'est ça, de la justice. Ça, c'est les premiers services. Mais l'idée, c'est d'en faire un guichet unique. Il y a plusieurs modèles et nous avons effectué effectivement un benchmarking. Nous allons travailler encore avec le PNUD qui a bien voulu mettre à notre disposition ces services, des services d'un consultant pour améliorer le contenu de ces maisons du numérique. Moi, je pense par exemple à la culture, et il faudrait que j'en discute avec le ministre de la Culture, de la Communication, pour faire en sorte que le patrimoine culturel puisse être retrouvé dans ces maisons du numérique. Il y a d'autres services, bien entendu. Les chaînes de valeur, les produits territoires ou terroirs pourraient aussi être trouvés ou retrouvés dans ces maisons du numérique. Pour vous dire que ces maisons, effectivement, pour la décentralisation et la déconcentration, seront d'un apport considérable, et même pour la diffusion, effectivement, du numérique. Il y a le Smart Wi-Fi pour la diffusion du numérique. Ça aussi, c'est un des programmes, parce que je n'ai pas cité tous les programmes, un des projets du Smart, du Smart Sénégal.
parmi les 5 dont dispose ce programme, le Smart Wi-Fi, va aussi aider à améliorer cette connectivité, cet accès dont on parle à l'Internet et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour vous dire que le rôle que pourraient jouer ces maisons du numérique, ce rôle est un grand rôle dans cette diffusion et dans l'accès. Des Wi-Fi sont même en train d'être mis en place dans les régions, dans les départements, où l'objectif c'est d'avoir, je pense, 100 points cette année et en 2020 de continuer le travail. Pour vous dire que les espaces publics seront dotés de Wi-Fi et gratuits. Nous allons y arriver, mais n'oubliez jamais qu'il s'agit d'un processus et que tout cela est prévu à l'horizon 2025, achievement, mais le président de la République a bien voulu dans son programme Liguel Elec nous demander même de nous projeter à l'horizon, de projeter ses objectifs. On dit projeter les objectifs, c'est aussi de nous dire adaptez-vous à l'environnement. Donc à l'horizon 2035, n'oubliez pas que nous sommes dans un environnement dynamique et changeant, où le changement, où la vitesse de transformation est très rapide. Il y a quelqu'un d'autre, je pense que c'est toujours là, mais qui a parlé de l'accès, l'agence régionale du numérique. Bon, je ne vois pas l'agence régionale du numérique. Pourquoi quitter le département pour aller à la région? Quand on prend le département, si dans les 45 départements, si on touche les 45 départements, on touche aussi les régions. Alors, peut-être que vous pourriez, dans un deuxième tour, préciser la question. Mais moi, je pense que quand dans une région, on prend l'ensemble des départements, on a pris la région. On a parlé aussi du capital humain et de notre... Oui, on ne peut pas parler de capital humain sans parler de formation. Et même si nous faisons du renforcement de capacité, je pense que nous avons l'enseignement supérieur, nous avons aussi le ministère de l'Éducation. Et il y a des programmes de formation à leur niveau. Nous avons là des espaces numériques ouverts. Il y a l'université virtuelle. Je dis que je ne parle que de formation et d'éducation. Mieux encore, je pense que toujours dans le programme d'économie numérique inclusive et dans ce programme du président, l'initiative 3, son Excellence, Monsieur le Président de la République, met en exergue au centre le capital humain comme vous le désirez. Et il va plus loin en déclinant sa vision pour dire qu'il faut transformer les curricula à partir du cours moyen, en introduisant quoi? En introduisant l'informatique et l'anglais. Il faut renforcer aussi la formation professionnelle. Et l'idée, c'est d'arriver en 2035 à 30 000 emplois. 30 000 emplois, mais 30 000 emplois dont les 15 000 seront issus des métiers du numérique. De 30 000. Alors vous voyez que la formation et le capital humain sont bien pris en charge par ce secteur, mais il n'est nulle part envisagé de faire de la formation sans les ministères dont c'est la charge, qui ont la charge. Maintenant, les grandes télévisions, les grandes radios, la communication est au niveau du ministère de la Culture. Je transmettrai votre souhait à mon collègue de la communication. Mais je comprends votre souci. Bon, pour
ce qui concerne le budget exact, je pense que nous avons dit plus de 40 milliards. Quand on dit plus de 40 milliards, c'est au-delà. Mais le budget exact, c'est 40 milliards financés par la BAD. Mais il y a une contrepartie. La contrepartie s'élève à environ 6 milliards de francs CFA. Et ça, c'est le gouvernement, c'est l'État du Sénégal qui contribue à cette hauteur. C'est presque un cofinancement et c'est normal qu'il y ait une contrepartie dans un budget. Et il n'y a aucun problème à ce niveau. Quand on dit plus de 40 milliards, ça va vers plus de 40 milliards. Donc le chiffre, il est maîtrisé, il n'y a pas de problème à ce niveau. Total retenu, c'est 46 milliards. Donc 40 milliards par la BAD et 6 milliards par le gouvernement du Sénégal. Monsieur Sow, il y a plusieurs projets. Oui, il y a plusieurs projets et c'est normal. Nous avons la stratégie globale. Nous avons élaboré la stratégie, mais la stratégie, elle est nationale. Le numérique ne peut pas s'arrêter au ministère du numérique. Nous élaborons, c'est dans notre mission, nous coordonnons en principe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous pouvons accompagner déjà, il y a une évaluation qui va commencer et nous avons le plaisir d'effectuer cette évaluation qui va nous permettre d'adapter cette stratégie avec la coopération ou en tout cas avec l'accompagnement du PNUD. Et c'est dans ce cadre-là que nous pourrions, si on ne coordonne pas, l'évaluation va poser problème parce que le bilan ne sera pas seulement le bilan du ministère de l'économie numérique. Ce sera le bilan de l'ensemble des départements du Sénégal. Ce sera le bilan de la fonction publique, ce sera le bilan des secteurs prioritaires comme la santé, comme le commerce, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et l'ensemble de cela fera le bilan. Maintenant, pour vous rassurer aussi à ce niveau, nous avons dans les projets prioritaires un projet d'observatoire du numérique, bon, qui doit trouver un financement, mais nous n'avons pas attendu le financement. Il y a une plateforme déjà dédiée qui a été installée au niveau de l'ADIE. Comment il va falloir maintenant trouver des financements pour recruter des personnes qui vont se charger des enquêtes, des traitements des données. Et le jour où l'observatoire sera vraiment fonctionnel, ce problème-là ne se posera pas parce que les enquêtes seront faites au jour le jour. Vous voulez qu'on centralise? Oui, dans ce cadre, c'est la coordination. Mais moi, je pense que chaque ministère peut dérouler et qu'on maintienne un système d'information et un système où nous aurons les collectes des données au jour le jour. Ça nous permettra, à travers une plateforme, effectivement, de coordonner. Et ça, l'observatoire nous permettra de le faire. Maintenant, cybercriminalité, protection des données, stratégie, les réformes, oui. Je vais après demander à ce qu'on nous lise l'ensemble des réformes, qui sont au nombre de 28 réformes. Mais pour ce qui concerne la cybercriminalité, je pense que ça fait partie. Quand je parlais de confiance numérique, je parlais de ça. Et c'est même un préalable. Mais des actions ont été faites pour effectivement que cette confiance numérique soit une réalité. N'oubliez jamais qu'il s'agit d'un processus et que tout ne peut pas être fait tout de suite et maintenant. Il s'agit de projets. Et pour un projet, il y a une phase de formulation, une phase de financement, une phase de mise en œuvre
une phase pour l'évaluation, je pense, et pour l'audit et la clôture d'un projet. Et dans le domaine du numérique, certains projets comme la cybercriminalité et la protection de données sont des projets qui vont continuer. Il y a une commission de protection des données qui est en train aussi de tout faire pour protéger les droits des Sénégalais et d'autres personnes qui vivent d'ailleurs ici au Sénégal. Nous avons, ce qui est le plus important, je pense, c'est de faire une prise en conscience de ça. Et vous qui êtes là, en posant cette problématique, je sais qu'il y a une prise de conscience. Maintenant, pour certains, effectivement, mais il faut arriver à sensibiliser les gens sur les risques. Il y a aussi la base juridique. Je pense qu'il y a une loi d'orientation qui est en train d'être préparée dans ce domaine. Mais nous avons surtout cette stratégie qu'il ne faut pas oublier, qui règle la question institutionnelle. Qu'est-ce que nous voulons faire pour ce cadre? C'est pas bon. Je pense la cybercriminalité, vous avez vu, c'est même pénal. Alors, il faudrait que les spécialistes, je pense, de la communication, en tout cas les journalistes que vous êtes, puissiez à ce niveau nous aider dans la conscientisation, dans la sensibilisation d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui font des excès, qui sont des, je ne dirais pas les siens, mais qui vont dans ce sens, qui n'ont rien compris de la profondeur du mal qu'ils sont en train de faire aux gens, mais aussi et surtout, je pense, qui n'ont rien compris des conséquences que ça pourrait engendrer. Et des conséquences qui pourraient vraiment les nuire eux-mêmes. Donc je pense qu'à ce niveau, vous avez un grand rôle à jouer. En tout cas, le Sénégal est déterminé, le gouvernement est déterminé à arriver au bout. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire pour? J'ai dit, oui, c'est les cadres d'abord, et ensuite il s'agit d'un processus où les actions sont programmées à travers un plan d'action. Maintenant, pour ce qui concerne les réformes, vous les citerez tout à l'heure. Bon, vous avez parlé effectivement d'un problème de souveraineté, de serveurs à l'étranger. Ça, je pense que c'est M. Feyor qui en a parlé, du renforcement de l'ADI. Vous savez, vous dites vrai, il nous faut cette souveraineté numérique et nous sommes en train de travailler. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit encore d'un processus. Nous avons des data centers, nous avons au niveau de l'ADI, nous avons prévu d'avoir un data center qui n'est rien d'autre qu'un centre de données, de centre de conservation de données, à Diamniadio. Une partie du secteur privé détient aussi des centres de données. Et tout cela, nous avons même prévu un backup de nos données. Et au niveau de la CEDEAO, aujourd'hui, c'est un problème qui est mis sur la table. Il faudrait que les États parviennent à avoir leurs données chez eux. Nous y travaillons. Je crois que même des textes seront élaborés dans ce sens. Mais sachez que ça participe d'un processus. Il faut le faire, mais il faut le faire sûrement. Et ce n'est qu'à ce moment-là, quand on aura réglé ce problème, on atteignera la souveraineté numérique. Mais il faut mettre en place des infrastructures. Et il faut revoir la manière dont les gens avaient négocié certains services. Le renforcement de l'ADE, oui, je l'ai dit, l'ADE doit être renforcée dans ce domaine.
il y a aussi d'autres services. Et l'ADE est en train de construire un data center, comme le parc de technologie numérique d'ailleurs, à Diamniadio. L'ADE a un autre projet de construction d'un autre data center à Kaolack et ailleurs pour faire un backup. Pour vous dire que vos précautions sont les nôtres. Pour ce qui concerne la guerre des tarifs, oui, champ d'action, réduction du champ d'action des MVNO. Et c'est bien, la guerre des tarifs, c'est une bonne chose. Oh, je pense, tant que cette guerre-là reste saine, on n'a pas de problème. Qui gagne? C'est le consommateur. Alors, vivement qu'on ait ces guerres des tarifs pour que la fracture numérique puisse baisser, parce que ça fait partie des objectifs. Ce n'est que quand la facture numérique va baisser, quand l'accès sera vraiment une réalité, et l'accès, quand on pense à l'accès, on pense aussi à la poche. Alors, s'ils se font la guerre, une guerre saine pour que nous, les produits augmentent, nous applaudissons. Et pour que la concurrence soit une concurrence saine. Alors, tout ça maintenant est encadré, je crois. On a une haute autorité chargée une autorité du moins chargée de la régulation que vous connaissez et qui s'appelle ARTP, qui organise tout cela. Si tout le monde se conforme à la réglementation, je pense que nous n'aurons pas de problème. Maintenant, je parlais de l'autonomie de l'ADE. Il faut qu'on arrive à renforcer effectivement l'ADE pour que l'ADE puisse être plus forte. Vous savez, l'ADE a beaucoup d'actifs, intervient, presque tous les ministères font appel à l'ADE pour se renforcer dans le domaine. Alors, l'ADE est une institution gouvernementale, mais l'ADE doit muer. Il faudrait que l'ADE soit autonome par les services qu'il va délivrer et qu'elle va délivrer en tant qu'agence, mais que l'ADE puisse mettre en concession l'excès d'infrastructures, la surcapacité qu'elle a, de manière à financer, sans l'appui de l'État, son fonctionnement. Et même des investissements, c'est possible. Monsieur Mbengue demandait à ce qu'on élargisse ce plateau, je dirais, ce pentium numérique aux établissements scolaires. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Et il va falloir reprendre peut-être en fonction des cibles le langage. Pour le rendre beaucoup plus digeste en fonction des niveaux des uns et des autres. Mais nous prenons note de cette belle contribution. Garantie pour donner au Sénégal. La garantie se trouve dans la stratégie. Il faut qu'on arrive à bout de cette stratégie pour qu'en 2025, on puisse garantir aux Sénégalais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un processus et que vous allez nous aider à achever. Maintenant, je vais demander aux directeurs des télécoms de nous lire les réformes qui se trouvent dans les plaquettes. On va vous distribuer les plaquettes tout à l'heure. Les réformes y sont, mais il pourra vous lire les différentes réformes que nous avons dans notre page. Et pour ce qui concerne les câbles sous-marins, je dis, on ne vient pas poser un câble sous-marin et parti. Le pays, quand même, est doté de textes de loi pour ce qui concerne le domaine de l'environnement. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre ce genre de projet sans pour autant soumettre ça au ministère de l'Environnement. Et il y a aussi d'autres cutus qui sont donnés en fonction de ça par le ministère chargé de l'économie maritime à travers l'agence que moi-même je pilotais et qui se trouve être l'agence des affaires maritimes. Il faut dire que ça n'a rien à voir avec le repos biologique.
Le repos biologique, c'est autre chose. C'est-à-dire on permet, pour des objectifs liés à la croissance ou à la reproduction, on fait un repos pour permettre à un stock de se développer ou en tout cas de le conserver. Voilà les objectifs du repos biologique, comme son nom l'indique. Donc ce n'est pas la pose de câbles sous-marins qui va l'entraver. Par contre, si le câble n'est pas bien fait, ou en tout cas est fait avec des matériaux au câble de fond de mer, d'accord, mais partout il y a des poissons, il y a des ressources qui sont au fond, il y a des ressources qui sont au milieu, et il y a des ressources qui sont pélagiques. C'est le matériau peut-être, pas autre chose. Et le poisson même a l'habitude de vouloir des abris, ou en tout cas de vouloir s'accrocher à quelque chose. Non, parce que les garanties sont prises pour que ces câbles sous-marins ne puissent pas faire. Et la mise en place de câbles sous-marins ne date pas de maintenant. C'est depuis longtemps que les câbles sont là, et pourtant les poissons sont là. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas lié au repos biologique. Le repos biologique, c'est autre chose. Maintenant, pour la loi sur le statut, effectivement, ma première préoccupation quand j'ai pris en charge ce ministère, c'était de dire, mais est-ce que réellement ces statuts sont viables? Parce que pour certains, ce n'est pas pour tous, c'est la durée moyenne des statuts qui pose problème. Mais il y en a qui émergent. Si les statuts sont bien encadrés, et la loi protège même les statuts et leur permet d'avoir accès à la commande publique, ce qui est important, que les statuts aient accès à la commande publique, que les statuts bénéficient de mesures incitatives pour leur permettre de se développer. Parce qu'après, des décrets seront pris, des arrêtés aussi seront pris, ainsi de suite, pour faire en sorte... il y a aussi la loi, oui, ça c'est les PME, effectivement. Et les startups qui sont concernés, c'est ceux qui ont, je pense, moins de 8 ans. Ils sont concernés, qui ont au moins 8 ans, hein, c'est ça, moins de 8 ans. Pour vous dire que dans cela, ce qui est recherché, c'est de faire en sorte que ces startups puissent être viables. Dans tous les cas, l'entreprise en tant que telle, le promoteur en tant que tel, surtout ces jeunes, sont à féliciter. Et ça constitue, l'espace de l'ECAF constitue une opportunité, en ce sens que l'État est en train d'anticiper sur les problèmes. L'État fait en sorte qu'il soit fort et qu'il puisse être compétitif. Déjà, le président de la République les accompagne à travers un fonds doté au niveau de la DER. Si l'environnement juridique devient un environnement juridique qui leur permet d'être protégés, ils ont un bon environnement financier, ils produisent des solutions qu'ils peuvent même exporter. On leur permet aussi de se mettre en, je dirais, consortium ou en groupement avec des partenaires stratégiques, surtout dans le cadre des PPP, mais ils sont protégés. Alors, je pense qu'à ce niveau, il y a plus de problème. Maintenant, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut en faire des champions. Alors, tout ça constitue des préalables. Ils ont besoin d'accompagnement, et même d'un accompagnement technique. Parce qu'aujourd'hui, gérer, c'est différent de la création. Donc, il faut leur donner les capacités techniques et que pour leur permettre d'être de véritables gestionnaires. Et c'est ça qui fait défaut la plupart du temps. J'ai reçu des jeunes filles, des femmes qui sont dans ce domaine, et leur souhait le plus ardent, leur objectif, c'est de devenir des champions, ou championnes si vous voulez. Mais ils demandent l'appui et l'accompagnement de l'État, ce à quoi elles ont droit. Et nous avons promis
de les accompagner parce que c'est notre rôle. Donc pour le PTN, moi je crois que pour le e-money, avec la Poste, mais je vous ai dit que la Poste détient un avantage comparatif. Il ne faut pas voir les bureaux de poste. Ça, c'est un réseau dense pour la distribution. Mais c'est des cartes Visa que vous avez. Vous avez dans n'importe quelle carte, vous retirez votre argent. Et comment dirais-je, en ligne, vous faites votre paiement. J'étais à la foire le samedi dernier, c'est-à-dire il y a cela 2 jours, c'est ça. Mais ils m'ont dit que dans la journée, ils ont pu vendre 200 cartes. Ils ont eu 200 inscriptions. Pour vous dire que c'est demandé. Vous savez, le consommateur, s'il n'est pas satisfait, il ne revient pas. S'il n'a pas espoir, il ne vient pas. Alors, j'ai demandé qu'il faut faire encore du marketing pour mieux faire connaître le produit. Mais croyez-moi, c'est un produit compétitif. Alors, vivement que la Poste diversifie ses produits. Et la Poste détient un avantage comparatif indéniable au niveau de la e-money. S'agissant du PTN, je crois qu'on parle de garanties qu'on peut vous donner. Je vous ai dit tantôt qu'un projet, c'est des activités, c'est une planification, c'est un budget, c'est aussi des hommes pour la mise en œuvre. Alors, si on vous dit que ça sera fonctionnel en 2020, il y a le temps de construction, il y a un temps de construction, il y a un temps pour la mise en place des équipements, et la durée du projet, c'est ça. Ce qui était le plus dur, je pense, est passé. C'est toute cette partie administrative où il fallait signer, lancer les appels d'offres, signer les conventions. Tout a été lancé. Je crois le financement est disponible, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à respecter ce délai. Et confiance en nous. Maintenant, pour ce qui concerne l'invite, le réseau de... Est-ce que le réseau des journaux du TC est inscrit ici? C'est la question que moi je vous pose. Parce que si vous formez un réseau et que vous ne vous inscrivez pas là où vous devez le faire, si on ne vous invite pas, je crois que ça peut être de votre faute. Mais nous prenons note. Je pense que le CT en com va essayer de les contacter pour voir. Mais moi, je n'ai pas trouvé ici une inscription, je pense, concernant un réseau des journalistes. Et ce serait avec plaisir qu'on échangerait avec ces journalistes. Mais il y a des journalistes qui se sont spécialisés dans le domaine. On l'applaudit. Mais nous visons aussi les autres journalistes. Il faut que tout le monde, les journalistes en charge, je pense, de véhiculer l'information, que tous et chacun puisse savoir aujourd'hui quelle est la politique de l'État en la matière, quels sont les textes juridiques, la base juridique dont nous disposons, et quels sont les acteurs de l'écosystème, qu'est-ce que nous faisons maintenant, c'est-à-dire le bilan, et quelles sont nos perspectives. Je pense que la meilleure façon de véhiculer une vision, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont concernés puissent être au courant. Mais le réseau des journalistes du numérique sera, je pense, un bras pour le ministère aussi pour arriver à cet objectif. En tout cas, je le souhaite et vous êtes le réseau et en tout cas attendu dans les locaux où je demanderai au CTCOM de s'occuper de ça. Voilà, il y a d'autres questions?